Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cette première session de partage de nos résultats. Elan existe maintenant depuis presque 7 ans, arrive à sa fin et donc c'était pour nous très important de partager un peu notre expérience et discuter des perspectives dans les différents secteurs dans lesquels on travaille. Aujourd'hui, nous discuterons de notre premier secteur, l'accès à la finance. La présentation se fera en français, mais pour les anglophones, n'hésitez pas à poser des questions en anglais. Vous avez un bouton Q&A en bas de votre écran qui permet de poser des questions et on y répondra soit au fur et à mesure, soit vers la fin soit en deuxième partie de la présentation suivant la teneur des questions. Je voulais passer la parole à Aditi de FCDO, mais est-ce que Aditi est connecté? J'essaie de la trouver, mais on a un petit souci technique, un instant. Oui, Aditi est connecté. Donc, je vais passer la parole à Aditi, mais avant, donc Aditi est en charge du département développement du secteur privé de l'ambassade britannique. Et donc, avant de lui passer la parole, je voulais la remercier. Remercier FCDO en général, qui a financé et donc rendu ce programme possible, mais aussi la remercier personnellement de tout le soutien qu'elle nous a donné au travers de toutes ces années. Aditi, merci et à vous la parole. Aditi parlera en anglais. Thank you, Gregoire, and thank you for allowing me to speak in French because I've still not, in English because my French has still not improved. So good morning to you all, and thank you so much again for joining the legacy sessions that we are holding for ELA. It's a part of its closure, but this is the first session on access to finance that we're holding today, and we'll have a few more in the coming week. And we really hope that you find these sessions helpful. So the 3 points that I wanted to make was first, on ELA. I have to say that the UK family are really, really proud of this program because ELA, as you know, has been a brand name in itself in DRC, especially if you're operating in the private sector space. The project was a trailblazer, was an innovative program that thought outside the box, did things that were different from the traditional aid approach that we had in 2014, 2015 when the project started off. It looked at working with the private sector at approaches which were sustainable, commercially sustainable, but also had a big developmental impact, providing jobs, reducing poverty, improving climate and environment, and also improving access to services, including finance. So it was a program that was gave the country a means to graduate out of poverty in partnership with the private sector. And some of the results that we are very proud of are it has helped in increasing the incomes of about 1 million program. It's provided services like solar lamps and fuel-efficient cook stoves to about 250,000 households and more. It's also helped in creating, industry platforms like Assad in the renewable energy sector and IFCA Women Association in coffee and cocoa growers for the women coffee and cocoa growers. But like everything, all good things come to an end. So currently,
this phase of UK support is coming to an end. And we are really, really thankful to the strong partnerships that we've established in the sectors that we've operated in, with the private sector, with development partners, including with the government partners in provincial and national levels. And a few examples that I'd want to give is, like a partnership with the US colleagues in the agriculture sector. We know while we graduate, some of our approaches and interventions will continue through you. And FPM in the financial sector, where again, the meetings with you have been very encouraging, where we know things that we've developed together will be taken forward with or without us. So these were just a few examples. I've also been asked to address one last question before I close my opening remarks, and which is what happens next? Is UK coming in with a new program? So the answer is yes. We are currently designing a new program that builds on the learnings from ELA as well as ESSOR, that's a policy program. And also what we are doing in collaboration with our development partners, the bank, the US, and the private sector. But the next program will have a greater focus on climate and environment and sustainability. But as you know, we always come out with trailblazers like ELA, so it will be a different program. It will not be the new, it'll be a new, innovative, fresh thinking. And we hope to get it up and running towards the end of 2022. So all I will say is watch the space for the next trailblazer. So thank you again, and hope you find the sessions useful. Over to you, Gregoire. Thank you. Yes, thank you very much, Aditi. Merci beaucoup à Aditi pour cette petite présentation. Donc, je vais en profiter pour me présenter moi-même, Grégoire Poisson. Je suis l'actuel directeur de Élan RDC. J'ai été sur le programme depuis 2015, donc j'ai un certain historique avec ce programme. Ce qui fait que je suis assez ému de présenter aujourd'hui de partager avec vous nos résultats. Bas, can you put on the slide? Yeah. Donc, Élan a commencé donc, en 2014 au travers de deux phases. Une première qui a terminé en 2018 et une seconde qui termine aujourd'hui. Durant ces 7 années, on a atteint quasiment 1 million de personnes en améliorant leur revenu en moyenne de un peu plus de $50 par an. C'est la façon dont on a fait ça. Donc, Élan, c'est un programme de développement secteur privé avec une méthodologie qu'on appelle Market System Development, donc développement de systèmes de marché. Et donc, la façon dont on travaille, c'est en soutien aux entreprises, au soutien au secteur privé pour les aider à développer des services ou des biens qui ont un bénéfice, un impact sur la vie des Congolais et en particulier sur la vie des Congolais les plus pauvres. Alors, au travers de toutes ces années, on a travaillé avec plus de 200 partenaires dans beaucoup de secteurs différents, mais en particulier les 3 grands secteurs d'intervention ont été l'accès à la finance dont on va parler aujourd'hui, l'énergie renouvelable dont on parlera la semaine prochaine et l'agriculture. Dans ces trois secteurs, on a travaillé sur des choses aussi différentes que le développement des réseaux d'agents pour les services d'argent mobile avec les 2F, le
commerce transfrontalier, la distribution de semences aux petits paysans ou le développement de la distribution de panneaux solaires et de lampes solaires sur l'ensemble du territoire. On a d'abord travaillé, alors Élan en première phase avait une présence sur quasiment l'ensemble du territoire, avec des bureaux à Kinshasa, mais aussi au Kivu et au Katanga, et des présences dans l'ex-Équateur. En tout, on a travaillé dans 18 provinces. Aujourd'hui, en deuxième phase, on s'est recentré à la fois en termes de secteur et en termes de provinces. Donc, les provinces que vous voyez sur le slide en vert sont les provinces de cette deuxième phase. Et donc, cette deuxième phase, pour laquelle, là aussi, je veux encore remercier FCDO, et en particulier Aditi, qui a personnellement poussé pour cette deuxième phase, nous a permis de consolider les acquis de la première et d'augmenter notre impact. Je ne rentrerai pas plus dans le détail maintenant, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir rentrer dans le détail secteur par secteur. Aujourd'hui, avec l'accès à la finance, mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à venir à nous rejoindre la semaine prochaine pour les sessions d'agriculture et d'énergie renouvelable. Je voudrais, avant de conclure et de passer la parole à Edwige, encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu Élan possible. Et en premier lieu, nos partenaires du secteur privé, bien sûr, toutes les entreprises avec qui on a travaillé, les associations, ainsi que le gouvernement, parce que Élan travaille aussi sur les problématiques d'environnement des affaires avec le gouvernement. L'équipe, donc vous allez pouvoir rencontrer ou re-rencontrer quelques-uns dès aujourd'hui. Et bien sûr FCDO. Merci beaucoup et je passe maintenant la parole à Edwige, notre directrice de l'accès à la finance. Edwige, à toi. Merci Grégoire. Bonjour à tous, très contente de vous voir si nombreux pour ces sessions de clôture. Nous souhaitons aujourd'hui mettre en avant les réalisations de Élan. Donc, nous avons préparé quelques slides, mais l'idée, c'est bien évidemment qu'on puisse réserver du temps à la fin pour répondre aux questions. Donc, je vais passer en revue les éléments principaux. Entre-temps, ce qui serait probablement une bonne chose, ce serait d'utiliser le bouton question Q&A que vous avez en bas pour noter vos questions plutôt que le chat. Comme ça nous permet de suivre vraiment les questions en temps réel. Et puis, au moment de passer aux questions-réponses réellement, pour ceux qui souhaitent poser de vive voix leurs questions, vous pouvez lever la main et nous aurons la possibilité de donner la parole à quelques personnes en fonction du temps que nous avons, de manière à pouvoir rendre l'échange interactif. Voilà pour les éléments organisationnels. Nous allons pouvoir passer au contenu en lui-même. Je suis ici avec l'équipe de Élan A2F, basse et estimée, et je ferai appel à eux par moment afin de renforcer certains éléments ou d'apporter plus de précision
à certains sujets. Donc, par rapport aux réalisations du département, de la direction Access to Finance chez Elan, aujourd'hui, nous allons parler du contexte dans lequel nous avons travaillé. Nous allons parler de la stratégie. Nous allons parler des interventions principales sur lesquelles nous avons travaillé, ainsi que les résultats. Et puis, sur base de ces éléments-là, nous avons pu analyser aussi les résultats, en fait, en termes dans un contexte. Et donc, nous avons voulu mettre en avant la situation en 2021, qui n'est pas, nous ne cherchons pas à prétendre que nous sommes les seuls acteurs responsables de la situation en 2021 en termes de réalisation. Néanmoins, nous estimons que sur certains aspects, le travail d'Elan a fortement contribué en montrant des exemples, en soutenant la collaboration de différents acteurs. Nous allons en parler tout à l'heure. Et nous avons voulu nous pencher aussi sur les questions, les leçons apprises, ainsi que les défis et opportunités futures, notamment parce que nous savons que même si le programme Elan arrive à la fin, d'autres programmes vont probablement prendre la relève, et même en dehors des différents programmes, le secteur privé sur lequel nous sommes focalisés a pris justement un élan et va pouvoir capitaliser sur certaines opportunités. Donc, nous allons parler des perspectives justement qui nous semblent attrayantes. Nous pouvons aller au slide suivant. Alors, par rapport au contexte, de Elan en 2015, au moment du démarrage 2014-2015, nous savons que le taux d'inclusion financière était très faible. Il était estimé à moins de 8%, ce qui est très faible même selon les normes de l'Afrique subsaharienne. En termes d'activité dans le secteur financier, les banques et les IMF étaient globalement présente dans les zones urbaines surtout, mais si on doit réellement parler de la clientèle au sens large et du vrai besoin, nous avons estimé qu'à l'époque, les institutions n'étaient pas encore très proches des clients qui avaient réellement besoin d'inclusion financière, et il n'y avait pas non plus de solutions alternatives comme les solutions numériques qui peuvent exister aujourd'hui en place. En termes d'argent mobile, il y avait des débuts à cette époque-là. Et en termes de clients PME, on savait que déjà à l'époque, les PME avaient beaucoup de mal à obtenir des prêts. En termes de marché de l'assurance, qui est aussi une composante clé du secteur financier, la libéralisation n'avait pas encore eu lieu. Il n'y avait donc pas les acteurs qu'il y a aujourd'hui. Nous estimons que la direction Access to Finance chez Elan peut être considéré comme un catalyseur important sur le travail qui a été fait notamment par les autres secteurs du programme. Comme l'a expliqué Grégoire, les secteurs principaux ou les directions principales, c'est Access to Finance, agriculture et énergie renouvelable. Et nous avons travaillé non pas en isolement, mais main dans la main avec ces autres départements pour nous assurer que les réalisations que nous pouvions avoir pouvaient également impacter les MPME du secteur de l'agriculture et des énergies renouvelables. Voilà. En termes de contexte, nous aimerions aussi mettre en avant le fait que à l'époque au moment du démarrage d'Elan, nous avions un département distinct pour toutes les questions liées à la banque à distance et un département distinct par rapport au financement des PME. Donc, ces deux départements ont ensuite été fusionnés dans ce qui est aujourd'hui la direction Access to Finance. Nous avions aussi tout un ensemble d'activités autour du travail avec la demande, si on peut dire, donc les MPME, avec un travail sur les services de développement d'entreprise, comme on dit en anglais, Business Development Services. Et c'était aussi une activité à PAL qui a ensuite été intégrée aussi au secteur Access to Finance. Donc, quand vous entendez parler du secteur Access to Finance chez Elan, il y a plusieurs composantes qui ont été fusionnées pour permettre une plus grande synergie, notamment par rapport aux éléments liés au digital, aux éléments liés à la facilitation des investissements ainsi que la finance des PME. Voilà pour le contexte.
En termes de stratégie, quand on regarde la stratégie qui a été déployée au niveau du secteur Access to Finance, la direction Access to Finance, nous avions une stratégie en 3 piliers. Nous avons travaillé sur l'offre, nous avons travaillé sur la demande et nous avons travaillé énormément également sur le climat des affaires parce qu'on sait que le succès ou l'échec des interventions, certaines fois, sont aussi liés à l'environnement. Côté offre, nous avons travaillé sur différents éléments. Un des éléments était le travail sur les canaux alternatifs de distribution. Donc, plutôt que de voir l'accès au financement comme simplement limité à des solutions assez traditionnelles, nous avons voulu travailler sur le branchless banking, la banque sans agence, tout l'ensemble de services à distance que peuvent mettre en place les institutions financières et comment nous pouvions les accompagner pour capitaliser ces éléments, même en zone rurale. Nous avons travaillé sur la finance numérique et le digital. Les deux choses vont généralement ensemble. Et puis, nous avons, second point, beaucoup travaillé sur la question de l'interopérabilité, notamment parce que ces solutions alternatives et de finances numériques ne peuvent réellement avoir du succès que s'il y a aussi des possibilités d'interopérabilité avec différents opérateurs. Nous avons également travaillé sur l'assistance, le soutien de diverses institutions par rapport au développement de nouveaux produits et nous avons travaillé avec elles également sur la mise en place de stratégies de gestion des risques, notamment les risques liés au financement des PME. Alors là-dedans, nous avons pu tester sur le marché de la RDC différentes approches. Nous avons notamment travaillé sur le Collateral Management Agreement, qui est un outil de gestion des risques en introduisant une façon de substituer les garanties habituelles demandées par les banques, c'est-à-dire les bâtiments et les terrains, à des garanties plus flexibles, notamment le stock de produits agricoles dans le secteur agricole. Le CMA, c'était une intervention visant à créer des garanties alternatives afin que les institutions financières puissent flexibiliser leur approche de financement du secteur agricole. Nous avons aussi travaillé sur le leasing, l'aspect leasing. Pourquoi? Parce que dans plusieurs autres marchés en dehors de la RDC, mettre en place des solutions de leasing comme alternative au financement a pu faire une grande différence et nous avons voulu également travailler sur les modèles existants et également sur l'environnement réglementaire par rapport au leasing. Nous avons également travaillé sur l'assurance bien avant que le secteur soit libéralisé, mais aussi à la faveur de la libéralisation, notamment l'assurance telle qu'elle peut être vue si elle veut être inclusive. Ceci incluait un énorme travail d'analyse de marché et de proposition de cadres de travail pour mettre en place des micro-assurances notamment, c'est une analyse qui a été mise à disposition du secteur de l'assurance et des institutions financières. Nous avons aussi travaillé à l'époque où les différents acteurs devaient se mettre ensemble pour créer une association d'assureurs. Toujours dans le cadre du financement des PME, l'assurance est un élément, oui, mais nous avons aussi travaillé sur, comme je le disais plus haut, les secteurs qui sont considérés souvent comme délaissés ou mal aimés par les banques traditionnelles, c'est-à-dire l'agriculture, le transport fluvial notamment, qui est une grande opportunité en RDC, et les énergies renouvelables. Donc là aussi, main dans la main avec nos experts de ces secteurs-là, nous avons approché plusieurs institutions financières, banques et acteurs de la microfinance pour mieux comprendre ces secteurs-là, éventuellement créer des départements dédiés avec une méthodologie dédiée et être en contact. Nous les avons aussi mis en contact avec des partenaires PME avec lesquels nous travaillons dans ces secteurs-là. Et enfin, toujours dans le cadre de l'appropriation des problématiques de gestion de risque, nous avons aussi à plusieurs reprises
travailler sur la mise en place de mécanismes de garantie ciblés pour accompagner des institutions financières, là aussi, à tester une approche de prêt à des secteurs spécifiques. Donc, voilà un peu le contenu de notre stratégie côté offre. En parallèle de ce travail côté offre, nous avons aussi travaillé du côté de la demande. Il est clair qu'on a beau avoir les meilleurs produits du monde, même si on a les meilleurs produits du monde, si on ne s'intéresse pas régulièrement au côté demande, d'abord pour s'assurer que le consommateur final comprend les nouveaux produits, comprend en quoi ils sont adaptés à ses besoins et est capable de les utiliser, l'impact est relativement faible. Donc, nous avons travaillé du côté de la demande, non seulement sur des campagnes de sensibilisation et d'éducation financière numérique, mais aussi sur un ensemble d'autres éléments. Je tiens à préciser que ce travail au niveau de la demande s'est fait aussi main dans la main avec les acteurs du secteur privé et les régulateurs. Notamment les campagnes de sensibilisation financière et d'éducation financière, ce n'étaient pas des campagnes en isolement, c'était des campagnes dans lesquelles Elan a joué un rôle d'agrégation, en fait, un rôle de facilitateur et de mise en commun des efforts pour avoir un impact plus grand sur le marché en termes de sensibilisation et d'éducation financière. Nous avons travaillé aussi sur l'étude des besoins financiers, notamment de catégories vraiment délaissées, notamment les moins nantis, où on voit réellement un gap de financement en fonction des secteurs d'activité, mais aussi en fonction du niveau de revenu. Donc, nous avons travaillé également sur une meilleure compréhension des besoins financiers et des capacités de remboursement pour des catégories sociales moins favorisées. Nous avons travaillé à soutenir le développement des PME, notamment en collaboration avec des acteurs du secteur privé qui ont développé des modèles d'entreprise, qui ont développé des services à valeur ajoutée pour les MPME, des services d'incubation et des modèles de gestion et des systèmes financiers. Et enfin, je vais dire entre guillemets, à la faveur de la pandémie, nous avons pu travailler aussi sur, du côté de la demande, une analyse de l'impact de la pandémie, aussi bien sur les ménages que sur les MPME. Et ces études ont été largement diffusées, largement partagées, afin de soutenir non seulement le processus de décision au niveau de nos autorités, mais aussi pour aider le secteur privé à réajuster sa stratégie lorsque c'était opportun. Et enfin, le troisième pilier de la stratégie d'Elan portait sur le travail de fond sur le climat des affaires. Ici, l'idée était d'identifier notamment les freins, les barrières, les difficultés, les défis que différents acteurs rencontraient et qui les empêchaient d'aller encore plus loin dans leur développement. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'un des éléments clés, c'était le manque de concertation. Nous avons constaté que différents acteurs avaient des associations, oui, mais qui avaient certaines fois un manque de concertation entre secteurs. Un exemple clé, c'est le secteur du numérique, qui est un secteur assez transversal, qui touche les banques, les institutions de microfinance, les opérateurs de monnaie électronique, les fintechs, au moins 2 régulateurs et même d'autres parties prenantes. Et c'est dans ce cadre, dans cet esprit que nous avons créé une plateforme de concertation que nous avons appelée le Digital Credit and Savings Working Group, donc le groupe de travail sur le digital avec un focus sur les éléments qui peuvent pousser la promotion des services financiers numériques, y compris le crédit et l'épargne. Cette plateforme a permis de rassembler à plusieurs reprises les acteurs de différents secteurs pour parler de leurs défis, mettre en commun justement ces défis-là et proposer une feuille de route, notamment utile dans les échanges avec le régulateur du côté du secteur financier, c'était la Banque centrale, mais aussi la RPTC qui a aussi un rôle assez important dès qu'on touche la question du digital. Nous avons aussi, et ça c'était intéressant, c'était
un élément intéressant, c'est que ce travail que nous avons fait de concertation, de mise en commun des idées, de lobbying auprès des différentes instances, nous a aussi permis de travailler avec les acteurs du secteur humanitaire et proposer des pistes de travail, notamment avec des opérateurs du secteur financier. Comme nous le savons, les acteurs humanitaires en RDC jouent un rôle énorme, notamment dans des transferts de cash, notamment dans leur travail de soutien à des zones défavorisées. Et elles ont énormément besoin d'être connectées et de connaître les solutions qui existent en fait dans la facilitation de ce travail. Et il se trouve que le digital fait partie de ces éléments-là. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le cadre réglementaire. J'ai mentionné la Banque centrale, notamment avec l'aspect réglementaire sur le leasing. Nous étions en contact régulier, pas seul, mais en association avec d'autres acteurs, notamment AFC. Nous avons aussi travaillé avec les assureurs au moment du démarrage. Nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice par rapport à la création de l'association des assureurs. Nous avons travaillé sur les problématiques de facilitation des investissements parce qu'il est clair que le produit traditionnel de financement, c'est le prêt, mais il y a aussi d'autres outils qui existent, qui sont peu développés en RDC, ce sont les investissements. Donc, nous avons pas mal travaillé sur les problématiques de facilitation des investissements. Nous avons travaillé avec des incubateurs pour leur travail d'incubation de start-up, parce que notamment, nous savons qu'avant de devenir une PME, une entreprise commence quelque part et que ce démarrage doit être soutenu dès le départ de la bonne manière afin de maximiser les chances de réussite de ces startups. Et enfin, afin de permettre aussi une certaine pérennisation du travail que nous avons fait, des outils que nous avons pu laisser derrière, nous avons aussi voulu travailler à la visibilité des prestataires de services à valeur ajoutée pour les MPME, notamment parce que nous nous sommes rendus compte que certaines fois, les PME ont la volonté d'aller vers les prestataires qui peuvent les aider à booster leurs opérations, mais ne savent pas forcément toujours auxquels s'adresser pour chacun de leurs besoins. Donc, ce travail de visibilité était un élément complémentaire pour sensibiliser le marché à l'existence de nouveaux services aussi sur le marché. Alors, je m'arrête une seconde pour consulter les questions. Comme nous l'avions dit, ces sessions peuvent être interactives, notamment par les questions qui peuvent être posées au fur et à mesure. Je vois une question de Marc Nyundi. Merci Marc. Plusieurs MPME n'ont pas accès à des systèmes financiers ni à une comptabilité organisée qui soit en ligne avec les standards internationaux, ce qui rend les choses difficiles, notamment pour les investisseurs internationaux et les banques qui cherchent à comprendre leurs capacités et la façon dont elles gèrent leurs opérations. Est-ce que Elan a été capable d'assister les MPME pour renforcer leurs capacités dans ce cadre-là? Alors là-dessus, ma réponse à cette question, et je vais donner la parole juste après à Abbas pour ajouter également, c'est que dans le travail que nous avons pu avoir, notamment avec les opérateurs du secteur privé, les incubateurs, les structures qui créer des services à valeur ajoutée pour les MPME, nous nous sommes beaucoup attachés à discuter avec eux et proposer des modèles qui se centrent sur justement les questions de gestion financière, gestion des entreprises. Aussi bien pour les startups que pour les MPME déjà établis, on constate que le niveau de formalisation de la comptabilité et de la gestion est encore assez faible et que souvent des micro-entreprises qui fonctionnent assez bien de manière intuitive n'ont pas forcément toujours le réflexe de se formaliser au moment où elles grandissent et elles tombent dans le piège de continuer à gérer leur entreprise comme une structure familiale. Donc oui, ça faisait partie des éléments clés sur lesquels nous avons travaillé. Bas, peut-être que tu peux compléter par rapport à ces éléments-là pour que nous puissions continuer ensuite. Oui, bien sûr. J'espère que vous me voyez, oui.
Merci Marc pour la question. C'est vrai que nous-mêmes, en travaillant avec tous nos partenaires, on a vu qu'il y avait certains d'entre eux qui avaient du mal à les affaires que tu as mentionnées dans ta question. Et ce qu'on avait fait, c'était d'organiser une formation de gestion de base avec comptabilité très simple qu'on a développée avec un partenaire qui s'appelle Umoja et qu'on a donné à une vingtaine des partenaires les plus faibles de notre programme. Et maintenant, tous ces matériaux sont disponibles sur notre site web et sont libres à utiliser par tous. Et on a aussi travaillé avec Umoja pour regarder comment ils peuvent pérenniser cette formation. Alors, c'est disponible et c'est basé sur la formation du ILO, International Labour Organization. C'est un standard international qui s'appelle GERM, gérer et je ne sais plus, mon entreprise. J'espère que on a répondu à ta question. Edwige, peut-être tu peux reprendre avec une autre question, la seconde question sur le leasing. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième question porte sur le leasing, notamment quel montant global mobilisé par les partenaires avec le leasing et quel était l'investissement qui était à la base de la demande du leasing, quel était le pourcentage de la demande de crédit qui ont reçu un financement, etc., etc. Je comprends que cette question a trait aux résultats concrets qu'on a pu avoir sur le leasing. Et là-dessus, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a surtout travaillé en amont, en fait. On s'est rendu compte que l'environnement réglementaire existait déjà, mais qu'il y avait des éléments réglementaires qui pouvaient être modifiés, ajustés, afin de rendre l'activité de leasing plus attractive pour les opérateurs du secteur privé, notamment les banques, mais pas que. Il peut y avoir aussi des sociétés qui sont créées uniquement pour faire du leasing. Donc, nous avons surtout travaillé en amont sur des propositions de feuilles de route et de modifications, notamment de réglementation par rapport au leasing. Nous avons travaillé en collaboration avec la Banque centrale et nous n'avons pas continué le travail en aval. Néanmoins, nous étions en collaboration aussi avec AFC, qui, je pense, est encore active par rapport au secteur du leasing. Donc, voilà ce que je peux dire sur le leasing en lui-même. On n'a pas accompagné le déploiement et les décaissements de produits, enfin, en termes de produits de leasing. Nous avons travaillé en amont. Bas, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Ou Greg? Très vite. Ouais, moi, je veux bien juste rajouter en une seconde. Ouais. Je pense que c'est une question très intéressante parce que le but de cette présentation, c'est aussi de montrer quelles sont les perspectives. Et on va y revenir à la fin de la présentation. Mais le leasing, c'est une des interventions qu'on a commencé et sur lequel je pense, on a vraiment débroussaillé le sujet, mais sur lequel les perspectives et le potentiel est énorme. Donc voilà, j'invite tous les gens qui nous suivent aujourd'hui à aller plus loin, parce qu'il y a un marché pour le leasing en RDC, et pour l'instant, on n'en a touché qu'une toute petite partie. Voilà, merci. Alors, je suis consciente qu'il y a encore des questions. Même si on n'arrive pas à les adresser toutes maintenant, je précise déjà qu'on y reviendra notamment à la fin de la réunion pour conclure tous ces éléments-là. Peut-être qu'on peut continuer par rapport aux éléments que nous voulions présenter et revenir ensuite justement à ces questions-là. Sur les différentes interventions, peut-être pour qu'on rentre un peu plus dans le concret sur les éléments sur lesquels nous avons travaillé, notamment les partenaires, notamment du secteur privé avec lesquels nous avons travaillé, parce que Grégoire a vraiment insisté sur le fait que nous avons une approche basée sur les market system development, et ça implique
notamment dans la méthodologie Élan, de travailler énormément avec les acteurs du secteur privé afin de mettre en place des stratégies pérennes en fait, autour des différentes interventions que nous avons déployées qui ont pu servir de pilote. Alors, voici une liste résumée un peu des éléments sur lesquels nous avons travaillé. Le crédit bail, notamment avec la Banque centrale, IFC et deux banques, Equity à l'époque et TMB. Nous avons travaillé sur la microassurance. Nous avons travaillé donc avec l'ARCA notamment et Finca du côté microassurance. Nous avons travaillé sur le financement, les problématiques de financement de l'habitat parce que nous avions constaté que là aussi, des développements que nous voyons ailleurs dans d'autres marchés ne se produisent pas encore en RDC alors que le besoin est là. Et là-dessus, nous avions interrogé Equity Bank et travaillé avec une structure pour faire une analyse de marché par rapport au secteur du financement de l'habitat. Nous avons travaillé sur le développement de l'entrepreneuriat, notamment avec Média Congo, Viamo ou Moja. Je pense que Bas pourra compléter ces éléments-là tout à l'heure. Nous avons travaillé sur le soutien de l'écosystème entrepreneurial, notamment avec Ingenious City, Congo Business Angel. Nous avons travaillé sur les réseaux d'agents bancaires, la problématique du branchless banking en général, avec plusieurs opérateurs, Finca, Vodacash, Airtel Money, Orange Money, sur le financement de l'agriculture et du transport fluvial avec Equity Bank, sur l'ONA Odefa, qui est un produit d'épargne, de petite épargne et de nano-crédit créé en collaboration avec les deux partenaires, Finca et Vodacash, à destination des clients M-Pesa. Nous avons travaillé sur la mise en place de cette plateforme de travail autour du digital avec tout un ensemble de partenaires. On ne peut vraiment pas tous les citer ici, mais il y en a énormément. Et en termes de pérennisation, nous avons travaillé avec le FPM pour qu'il puisse continuer la facilitation de cette plateforme. Et nous avons impliqué assez tôt la Banque centrale afin que les questions réglementaires puissent être discutées en concertation et de manière régulière. Nous avons travaillé sur ce collateral management agreement. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, on va y revenir tout à l'heure, notamment avec TMB et Equity Bank dans le cadre du développement de leur stratégie de financement du secteur agricole. La facilitation des investissements pour les PME. Nous avons travaillé avec une structure active dans le Kivu qui s'appelle EPD, d'ailleurs la différence en fait, Ensemble pour la différence, dont le nom a été ajusté à la différence récemment, qui a une approche assez intéressante et bien que cette approche soit à petite échelle, nous avons estimé qu'il y a des leçons apprises intéressantes, notamment pour les questions d'accompagnement des PME en termes de financement et en termes d'investissement. Et nous avons travaillé avec Cross Boundary, qui est une structure internationale spécialisée dans la facilitation des investissements, notamment la mise en contact d'investisseurs d'un côté et de PME éligibles, donc avec tout un travail pour leur permettre d'être éligibles d'abord en amont. Et nous avons eu énormément d'échanges avec eux, spécifiquement sur l'adaptation d'outils de facilitation d'investissement et d'approches de facilitation d'investissement pour la RDC. Et enfin, nous avons énormément travaillé sur l'écosystème numérique, notamment avec deux partenaires FinTech, agrégateurs qui s'appellent Info7 et MaxiCash. Et avec la carte, vous avez un peu une idée des zones sur lesquelles nous avons déployé nos interventions. Certaines interventions étaient à l'échelle nationale, d'autres étaient focalisées sur Kinshasa, et puis certaines étaient au Grand Katanga, je vais dire, à l'époque où on parlait de Katanga, et également le Kivu et le Kasaï. Bas, je te laisse un peu la parole peut-être pour ajouter un peu d'éléments, notamment sur les problématiques de développement de l'entrepreneuriat, écosystème entrepreneurial et facilitation de l'investissement, parce que véritablement la question de facilitation de l'investissement, je pense, va rester une question clé qui a besoin d'énormément d'attention de différents acteurs dans le futur proche. Oui, je suis de retour.
Oui, alors on a commencé par travailler avec tous les systèmes d'appui autour de l'entrepreneuriat par notre intervention de BDS, Business Development Services. Alors pour cela, on a fait cette formation que j'ai mentionnée avant. On a aussi travaillé avec Media Congo pour mettre en place une plateforme qui s'appelle BizCongo, Congo BizUp, pardon, Congo BizUp, qui est une plateforme où on a mis les détails et les contacts des fournisseurs de ces services en ligne, puisqu'ils seront plus visibles pour tous, parce que ce qu'on a vu, c'est que la visibilité de ces boîtes de consultance ou ces acteurs était pauvre. Alors, cette plateforme les aide. Je vous invite à aller à congobizup.com. Et en plus, on a travaillé avec quelques-uns entre eux pour les aider à devenir plus professionnels. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'au Congo, il est difficile à convaincre les entrepreneurs de payer pour ces services. Et c'est là vraiment où on a trouvé qu'il est dur de développer ce marché. En plus, après le changement de Élan 1 à ce qu'on appelle Élan 1.2, où on a pivoté pour vraiment viser l'accès au financement pour nos partenaires, parce qu'on a vu qu'il y avait des partenaires qui avaient des succès, mais qui avaient du mal à trouver le financement pour accroître. Et j'ai vu quelques questions dans le liste. Quelle est la valeur de financement mobilisé directement par Élan, par M. Hubert, en termes de crédit ou de facilitation d'investissement peut-être, par exemple concret. Alors là, on a travaillé beaucoup avec surtout des acteurs de l'énergie renouvelable, Altec, B-Box entre eux, et ACERD, l'association des énergies renouvelables au Congo, pour aider les membres à se connecter avec des sources de financement, des banques locales, mais avec qui ont vraiment des taux très, très élevés, malheureusement, mais aussi avec des modes de financement internationaux. Alors, on est juste en train de encore chiffrer exactement quelle est cette valeur, et on doit encore le publier avant la fin du programme parce que c'est un des milestones du programme. Alors, je n'ai pas encore un chiffre exact maintenant, mais on pourrait le publier après. En termes de... il y a encore une autre question de Jérémy. Alors, celui-là, il a été répondu. Jérémy, bonjour. Pourriez juste détailler brièvement le travail sur la facilitation des investissements liés au climat des affaires. Comme Élan travaille surtout avec les parties du secteur privé, on a se focalisé sur, bien sûr, nos propres partenaires, mais aussi avec l'écosystème d'investissement. C'est là qu'on a rejoint Cross Boundary pour faire un lobby auprès des bailleurs de fonds, mais aussi des banques de développement comme AFC, bien sûr Proparco aussi, pour discuter avec eux ce gap dans le marché. Et le gap, c'est qu'il y a bien sûr, il y a des entrepreneurs et des entreprises congolaises qui ont un bon marché, qui ont des opportunités bien saisies. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs qui sont intéressés au Congo, mais ils ne se trouvent pas. Alors, c'est là qu'on est très heureux qu'on a vu que USAID a lancé la plateforme DRC Investment, que Cross Boundary va gérer avec Chemonex International pour aider juste exactement ce problème de connecter les entreprises et les investisseurs. Alors, nous, on a cette approche du marché privé. Bien sûr, on a eu le programme lié à Élan qui s'appelle ESSOR, qui est géré par PricewaterhouseCoopers, qui a plutôt visé vraiment le climat des affaires. Et je sais que Tony Blair Institute aussi est en train de regarder l'aspect plutôt gouvernemental. J'espère que j'ai répondu, Jérémy. L'éclaircissement sur le niveau leasing, on a répondu.
En quoi a consisté plus concrètement votre travail avec Finca sur la micro-assurance? Edwige, peut-être que tu pourrais répondre à cette question-là. Oui, bien sûr. Alors, le travail sur la micro-assurance, en fait, on partait du principe que, étant donné que le secteur de l'assurance était tout neuf, il y avait un risque certain, comme dans le secteur bancaire, que les opérateurs commencent par ce qu'on appelle les fruits faciles, donc plutôt les grandes transactions, les gros clients. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, d'ailleurs. Mais dès le départ, ce qu'on voulait, c'est créer la compréhension qu'il existe aussi un marché de masse, peut-être avec des marges plus petites, mais avec une possibilité de mettre les choses à l'échelle et qui soit profitable, en fait, pour les institutions financières, notamment pour les demandes au niveau de la micro-assurance. Donc, le travail d'Elan, ça a été justement de faire l'analyse du marché, notamment par rapport aux besoins de la micro-assurance et proposer des modèles, en fait, sur lesquels les s'inspirer pour créer des produits de micro-assurance. Les institutions financières, donc standards, les banques et les institutions de microfinance, pour la plupart, ne sont pas appelées à créer elles-mêmes des entreprises d'assurance, pour la plupart. Certaines le font, mais pas toutes. Elles sont appelées plutôt à travailler avec des organismes et des assureurs, mais elles doivent avoir une compréhension suffisante pour peser dans la balance en termes de design de produits adaptés, en fait. Et donc, c'était ça notre travail. Mettre en avant des modèles qui peuvent fonctionner en RDC, avoir dans cette étude qui est assez détaillée, que je vous invite à télécharger sur notre site, mettre en avant aussi non seulement le besoin du marché, le potentiel et les différents modèles qui peuvent être mis en place en RDC en termes de micro-assurance. Donc, voilà le travail qui a été fait. J'en profite aussi pour réagir à la question de Madame Arlette Niembo. Merci Arlette. Quelle est l'analyse d'Elan sur les raisons pour lesquelles il est difficile de susciter l'intérêt des banques pour prêter aux PME, en particulier dans les secteurs comme l'agriculture et les énergies renouvelables? Alors ça, c'est la question à $1 million. Ce que je peux dire sur la question, qu'on pourrait discuter toute la journée, c'est que financer les PME est un problème partout dans le monde. Il faut remettre les choses dans leur contexte, particulièrement difficile dans les pays à fort niveau d'informalité, comme la RDC, où la majorité des MPME, même certaines fois des grosses PME, fonctionnent comme des grosses micro-entreprises, en fait, avec une gestion qui serait plutôt adaptée à la gestion d'une micro-entreprise. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que dans un marché très formalisé, très organisé, où les gérants de PME sont eux aussi, de par leur éducation et les études qu'ils ont faites, qui ont les bonnes compétences aussi pour, dès le départ, avoir une comptabilité organisée et au standard. Ailleurs, la banque va simplement demander le bilan, le compte de résultats des 3 dernières années, discuter un peu avec le management pour tester le niveau qualitatif et puis mettre tous ces chiffres dans un scoring et avoir un score qui va lui déterminer si elle peut prêter ou pas et quel est le niveau de risque. Bien évidemment, en RDC, ce n'est pas le cas parce que le nombre d'entreprises qui ont des états financiers est très minime. Sur les 300 000 entreprises enregistrées en RDC, vous imaginez bien que celles qui ont réellement des états financiers et en plus des états financiers audités, c'est vraiment juste les très grosses en fait. Donc ça, c'est la première barrière qui fait que l'intérêt est faible. N'oublions pas que les banques travaillent principalement avec l'épargne des épargnants. Donc, c'est votre épargne, mon épargne, et que pour la prêter et être sûr de récupérer l'argent, il faut s'assurer qu'elle puisse être confortable avec le niveau de risque avec lequel elle prête. Donc là, ça m'amène à mon point suivant. Bien souvent, les PME en RDC n'ont pas de garantie solide. Ce qu'une banque ou une institution de microfinance qui arrive à faire des prêts aux PME considère comme une garantie solide, c'est souvent l'immobilier. Et dans la vaste majorité des cas, les PME n'ont pas forcément d'immobilier ou en tout cas pas à la hauteur de leurs besoins en financement. Donc, quand on met ces deux éléments ensemble et qu'on met
dernier point, ensemble, le fait que les réglementations à l'international, Monsieur Nyunzi parlait tout à l'heure des standards internationaux. Les réglementations internationales dans le secteur bancaire actuellement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, vont de plus en plus vers une gestion de risque beaucoup plus stricte. Donc, si les banques veulent être aux standards internationaux, en réalité, elles doivent demander toujours plus de garanties, toujours plus d'immobilier. On parle des IFRS et de Bâle 3, c'est ça en fait. Donc, une banque qui veut déployer une stratégie PME doit presque aller à contre-courant de tout ça, à contre-courant de beaucoup de restrictions réglementaires et créer des solutions qui lui permettent de rester quand même dans une bonne position pour être considéré comme solide en termes de gestion du risque de crédit. Donc voilà, il y avait beaucoup d'éléments dans ma réponse. C'est de la responsabilité de ces banques et institutions financières de trouver des solutions, mais c'est clair qu'elles ne pourront pas le faire seules et que dans les pays où ça a fonctionné, il y avait aussi un rôle d'accompagnement, notamment par rapport à l'environnement réglementaire, notamment par rapport à la mise en place de fonds de garantie et par rapport à la création d'autres outils de gestion de risque comme celui dont on a parlé. La deuxième question de Arlette, qui est un peu liée, c'est Elan a réussi à lancer le CMA, Système de prêt pour la gestion des garanties dans le secteur agricole, mais il semble que le CMA ne couvrait que les transactions de gros volume. Est-ce une bonne compréhension de la situation? Alors, Arlette, oui, c'est une excellente compréhension de la situation et c'est ce qui était prévu. Et je vais expliquer pourquoi. Lorsqu'on introduit des nouveaux mécanismes, il faut que le pilote, dans la durée de vie d'un programme comme Elan, il faut que le pilote se fasse pour démontrer déjà qu'il y a un marché et que ça fonctionne. Et par rapport au CMA, nous avons fonctionné avec des grosses transactions parce que nous voulions travailler avec des banques. Nous voulions qu'elles puissent s'approprier cette méthodologie et le faire concrètement avec des, entre guillemets, deals qui étaient éligibles et qu'ensuite, et c'est l'élément le plus important, je pense, dans ma réponse, qu'elles puissent ensuite réadapter ce modèle aux réalités qu'elles ont dans leurs autres segments d'activité, donc notamment les plus petites PME du secteur agricole. Et c'est ce qui se passe en fait. Quand on regarde aujourd'hui, l'idée c'était que Elan déploie un pilote et que ensuite, que ce soit TMB ou Equity, que chacune réadapte en fait ce pilote à son marché et puisse continuer avec ces outils-là. Donc, l'avenir nous dira si le déploiement de ce CMA sur des plus petites transactions prend l'ampleur espérée ou pas. Mais en tout cas, notre objectif, c'était de s'assurer que c'est fait. Nous allons peut-être continuer un tout petit peu, notamment parce que nous voulons pouvoir parler des leçons apprises et je suis assez consciente du temps. Mais on reviendra bien sûr pour un échange. Et ce qu'on va faire, c'est que les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on pourra les collecter et partager les réponses peut-être lorsqu'on nous enverrons notre email de remerciement. Alors, la situation en 2021, et je fais déjà appel à mon collègue Estimé, parce que Estimé, je te donnerai la parole tout à l'heure, notamment pour parler de l'aspect digital, qui est un élément important, notamment dans les perspectives futures. Quand on regarde la situation Access to Finance en 2021 par rapport aux éléments sur lesquels nous avons travaillé, donc là encore, le disclaimer, nous ne prétendons pas être les seuls à féliciter par rapport aux réalisations. Néanmoins, nous estimons que nous avons quand même eu un rôle de catalyseur et que nous avons contribué à la situation d'aujourd'hui. L'inclusion financière est maintenant estimée à 20%. Cela ne s'est pas fait seulement avec le travail des banques et institutions de microfinance, mais aussi avec les opérateurs de monnaie électronique qui ont pu ouvrir des comptes et inclure, en fait, en termes d'inclusion financière, même des populations dans des régions où il n'y avait pas d'agence de banque ou d'institutions de microfinance. Nous constatons aussi que les services financiers numériques sont aujourd'hui reconnus comme incontournables, alors qu'ils étaient à une situation très embryonnaire à l'époque. Et nous constatons aussi qu'un certain nombre d'acteurs se rassemblent autour de ce consensus et travaillent pour développer des solutions qui soient
interopérables et qui soient compatibles entre elles. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. La transformation digitale des institutions de microfinance est en route. Là aussi, ça a commencé d'abord par les gros acteurs, les banques, et puis on voit de plus en plus d'institutions de microfinance, donc des acteurs plus petits, plus agiles et qui aussi cherchent à être plus dans les zones rurales, chercher à développer des services financiers numériques, soit en collaboration justement avec les acteurs plus gros, soit par elles-mêmes. Nous avons constaté le lancement de nouveaux produits et services numériques dans ce temps-là, jusqu'à 2021. Et d'ailleurs, la pandémie a joué un rôle positif, si on peut le dire. En termes de plateforme, la plateforme lancée par Elan, nous sommes contents de voir que cette plateforme a suscité l'attention de différents acteurs, des grands acteurs, des plus petits acteurs, rassemblés autour de la plateforme, des discussions avec ces acteurs-là et surtout, un des éléments pour lesquels nous sommes extrêmement fiers, c'est le niveau d'implication de la Banque centrale dans ces discussions. Et ça s'est très bien reflété, notamment dans la dernière conférence que nous avons pu organiser, la toute dernière, pas la dernière, la toute dernière, la plus récente, et des conférences similaires pourront auront lieu sous le haut patronage du FPM. Nous avons aussi constaté que le CMA, justement cet outil, est un outil qui maintenant existe sur le marché et qui est réadapté justement. Donc ça, c'est un très bon lien avec la question précédente pour être plus en ligne avec d'autres types de prêts à plus petite échelle notamment. Et puis, nous avons constaté que le fait de devoir déployer des fonds de garantie pour soutenir le prêt aux PME est aussi devenu évident pour beaucoup d'acteurs parce que nous avons longtemps observé une situation où beaucoup d'institutions financières de développement déployaient des lignes de crédit pour les institutions financières, mais ces lignes de crédit n'étaient pas forcément utilisées par manque de solutions côté sécurité. Et un aspect du côté sécurité, c'est avoir accès à un fonds de garantie. Donc, nous avons prôné une approche flexible, notamment dans la perspective de relance durant la nouvelle réalité avec COVID, pour que ces fonds de garantie aient le succès escompté à l'avenir. Et enfin, nous avons observé avec beaucoup de joie le lancement de la plateforme de facilitation d'investissement de USAID. Je vais peut-être passer au dernier slide et ensuite nous pourrons, clore cette partie formelle de la présentation et passer dans les échanges. Les leçons apprises, estimées, je vais te demander ici de compléter. Nous avons constaté que nous voulons résumer ces leçons apprises en 3 points. Les services financiers numériques, le financement des PME et le côté organisationnel. Côté services financiers numériques, le potentiel est vaste, mais c'est essentiel que des acteurs, même concurrents, puissent trouver des axes de collaboration. Nous avons constaté que la confiance est importante, notamment par rapport au consommateur final qui doit s'approprier des nouveaux outils. Donc, ça passe par une certaine éducation. Nous avons constaté aussi que du côté réglementaire, il y a des choses à faire pour faciliter l'inclusion. On sait tous qu'actuellement, il n'y a pas une pièce d'identité nationale unique qui peut être utilisée qui est disponible à tous et qui peut être utilisée pour l'ouverture de compte du plus grand nombre. Donc, là aussi, il y a des choses qui doivent être travaillées. Et puis, nous avons aussi appris que d'autres secteurs, notamment dans l'humanitaire, peuvent énormément bénéficier de l'écosystème numérique. Donc, ce n'est pas juste une question de services financiers numériques et juste les acteurs standards, ça peut aussi toucher d'autres acteurs qui font partie du marché. Estimé, est-ce que tu veux élaborer quelques points de plus sur nos leçons apprises, notamment par rapport à l'écosystème numérique? Oui, bonjour. Voilà, ce que je pourrais ajouter par rapport à l'écosystème numérique, et je pense que c'est probablement la plus grosse réussite
du programme Élan, c'est d'avoir réussi à faire comprendre à l'ensemble des acteurs que la collaboration était la clé pour non seulement réussir l'inclusion financière, mais surtout être en mesure d'offrir un produit ou des services adéquats aux populations visées. Ici, il faut peut-être noter les dépendances qui existent entre les différents acteurs, notamment les dépendances en termes d'infrastructures, infrastructures technologiques, les dépendances en termes de métiers, mais aussi les dépendances qui sont forcées un peu par la réglementation de notre système financier qui prévoit que les licences que possèdent les opérateurs de mobile money, par exemple, ne couvrent pas tout le spectre des services ou des produits financiers dont ont besoin les consommateurs. Donc, Élan a beaucoup travaillé sur la manière de casser ces barrières et ces barrières qui étaient plus du fait de la perception de chaque acteur par rapport à son propre rôle et à son propre segment de marché qu'il voulait protéger. Et en cela, nous avons, dès le départ, d'abord commencé par le secteur de mobile money, en mettant ensemble les opérateurs mobile money pour concevoir une campagne d'éducation financière pour l'adoption du mobile money. Nous avons emmené par la suite les opérateurs mobile money et les banques pour regarder ensemble le développement du mobile money comme une opportunité des institutions financières. Et par la suite, nous avons mis les opérateurs mobile money ensemble pour discuter de l'interopérabilité et puis finalement, comment est-ce que l'interopérabilité du mobile money pourrait rejoindre le projet du switch national qui est en train d'être développé par la Banque centrale. Et à cet effet, comme l'a dit Edwige plus tôt, nous aurons noté que les acteurs du marché ont, en tout cas, il y a un début de compréhension que la finance numérique ne peut se développer que lorsqu'il y a des partenariats forts qui se mettent en place, des partenariats économiquement viables. Donc pour cela, je pense que le plus gros succès d'Élan, ça aura été d'avoir réussi à mettre les différents acteurs ensemble par plusieurs mécanismes, notamment le Digital Working Group. Maintenant, il reste des problématiques qui peuvent être encore contraignantes, comme le KYC. J'ai vu qu'il y a une question qui parle du KYC. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Il ne faut pas oublier qu'il y a des fortes dépendances du KYC en RDC qui sont les dépendances majeures. C'est, comme on l'a dit, l'absence d'une carte d'identité officielle, une carte d'identité nationale. Et puis de l'autre côté, c'est l'utilisation du dollar américain qui rend en fait le système financier congolais dépendant de la réglementation ou des règles qui sont fixées en dehors de la RDC, notamment par la Réserve fédérale américaine, mais aussi toutes les banques de la RDC qui en réalité dénouent les transactions en monnaie étrangère en passant par des correspondants étrangers. Ça restreint un tout petit peu la liberté et la flexibilité du régulateur congolais d'assouplir complètement la problématique de l'identification. Mais avec les réflexions que nous avons menées avec tous les acteurs, nous sommes progressivement arrivés à la conclusion que la problématique du KYC ne doit pas forcément être liée à la carte d'identité. La problématique du KYC est plus un problème de connaître son client, de connaître son utilisateur. Donc, il va falloir travailler à des mécanismes innovants pour que les institutions financières ou les prestataires des services financiers, notamment digitaux, puissent être en mesure d'identifier leurs clients. Les premiers éléments d'accord que nous sommes arrivés à mettre en place, c'est comment on appelle l'accord, le protocole d'accord qui est en train d'être signé entre la Banque centrale et l'ARPTC, ce qui facilitera l'identification des utilisateurs mobile money parce que désormais, les opérateurs mobile money pourront s'appuyer sur l'identification qui a été faite pour le GSM pour qualifier leurs clients. En deuxième point, la Banque centrale est en train d'envisager de faire une identification par témoignage,
ce qui permettra à une personne ne possédant aucune pièce d'identité d'être quand même reconnue, identifiée parce qu'il y aura eu de témoignages. Mais pour cela, je pense qu'il va falloir développer des outils qui vont permettre de faciliter cette option-là. Bon, sans aller dans les détails, je pense qu'il y a beaucoup de pistes et des possibilités qui s'offrent au marché congolais, notamment en appuyant les initiatives de la Banque centrale sur le travail qui est fait par rapport à la centrale des risques ou à la Reference Credit Bureau, qui va permettre aux acteurs financiers congolais d'avoir une base de données de référence dans laquelle ils pourront retracer effectivement tous les clients potentiels ou tous les clients qui auront accès aux produits financiers. Je vais m'arrêter là faute de temps et on pourra reprendre des questions s'il y en a, peut-être par email ou plus tard. Merci. Merci beaucoup, Estime. Excellent. Alors, sur les deux derniers points, très rapidement, nos leçons apprises côté financement des PME, c'est que justement, à travers les différents pilotes que nous avons faits, les différents outils développés, nous avons constaté que les institutions financières sont prêtes à innover et elles sont d'ailleurs, elles ont la volonté d'adapter des choses qui existent ailleurs, mais certaines fois, il faut aussi qu'elles se rapprochent de la Banque centrale à différentes étapes. Et nous sommes contents de voir aussi une forte volonté du côté de la Banque centrale d'accompagner justement les institutions financières dans leur travail d'intermédiation financière, justement. Il y a aussi l'aspect mécanisme de partage des risques, tels que le sont les fonds de garantie, par exemple. On a vu différentes initiatives. Nous, à notre niveau, nos initiatives étaient à petite échelle, encore une fois. Mais pour avoir réellement un impact sur le marché, il faut que ça prenne de l'ampleur, avec plus de flexibilité et qu'il y ait peut-être une concertation au niveau des différents acteurs. Un fonds de garantie vient d'être lancé au niveau du ministère des PME, FOGEC. Nous espérons que même à ce niveau-là, il y aura une analyse pour s'assurer que les conditions d'accès sont aussi adaptées au marché. Nous avons aussi constaté que différents investisseurs veulent entrer en RDC. Néanmoins, pas forcément avec une présence sur place pour différentes raisons, mais l'investissement, c'est un travail qui nécessite de réellement connaître le terrain. Donc, elles doivent nécessairement au moins avoir un partenaire local qui fait ce travail de rechercher les PME à fort potentiel, de les accompagner pour qu'elles grandissent et qu'elles renforcent les éléments justement pour que ce soit en ligne avec les attentes d'un investisseur et qu'elles puissent être éligibles. Enfin, les fournisseurs de services à valeur ajoutée pour les PME, pour l'instant, ne sont toujours pas très visibles et celles qui sont crédibles ne sont pas forcément accessibles financièrement pour les petites PME qui essayent de grandir. Donc, il y a aussi, disons, une nuance à faire à ce niveau-là. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre, pour une PME, pouvoir accéder à des programmes peut-être gratuits pendant un certain temps, mais peut-être budgétiser à un moment donné avec une vraie valeur ajoutée projetée en termes de consultation et d'utilisation de prestataires de services à valeur ajoutée commerciaux. Et enfin, en termes d'organisation, on le savait déjà, tout changement systémique prend du temps. On a beaucoup travaillé sur des pilotes et ensuite on essayait de mesurer pour voir si les pilotes étaient réappropriés par le secteur privé pour être mis à l'échelle, mais on sait que ça prend du temps. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas observer durant la durée de vie d'élan, mais qui seront peut-être observées après par FCDO. Et un travail pour impacter le système ne peut pas se limiter à des éléments à court terme, en fait. C'est très clair, il faut aller en profondeur par rapport au changement. Un élément aussi qui est de l'ordre interne, c'est que nous avons constaté au niveau des langues que le fait d'embaucher à l'interne des personnes qui sont de ces différents secteurs d'activité-là dans lesquels nous travaillons, donc le secteur financier, le secteur du numérique, d'agriculture et des énergies renouvelables, qui sont du marché de la RDC et qui sont bien
intégrés dans le tissu et dans le réseau, a contribué à rendre nos interventions plus efficaces et même plus visibles. Donc, on est assez content de ce résultat et on voulait aussi le partager comme leçons apprises qui peuvent être utiles à d'autres programmes. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. On a un élément sur les challenges et les futures opportunités. En 2 minutes, la finance numérique, on voit des opportunités en termes de développement de solutions de paiement. C'est vraiment quelque chose qui a la capacité de booster l'écosystème. Avoir un porte-monnaie électronique, ça ne sert à rien si on ne peut pas l'utiliser. Les clients iront toujours faire du cash-out s'ils ne peuvent pas payer. En termes de développement des produits, les petits crédits et les petites épargnes numériques qui existent déjà ailleurs ont un avenir prometteur. En termes d'identification des clients, ça reste un élément indispensable d'avoir un jour un système d'identification unique, qu'il soit biométrique ou autre. Et en termes de réglementation, il y a encore du travail à faire afin d'intégrer et de libérer le potentiel des fintechs en RDC, car elles sont vraiment une clé pour l'inclusion financière. Côté financement des PME, on l'a dit à plusieurs reprises, les fonds de garantie, en termes d'échelle, en fait, ne sont pas encore au niveau du besoin de la RDC et en termes de flexibilité non plus. D'autres outils comme le CMA peuvent être utilisés plus largement. La microassurance et le crédit bail ont encore un avenir devant elles, On est vraiment seulement au début. Le financement du logement n'est pas encore répandu alors qu'il y a un fort besoin sur le marché. Il y a eu des investissements étrangers, énormément d'ailleurs dans les banques locales durant les 8 dernières années, mais ça ne s'est pas reflété forcément à une croissance en termes de stratégie de financement des PME. Donc là, il y a peut-être une analyse à faire. Et du côté investissement, il n'y a pas encore suffisamment. Il y a vraiment une forte opportunité, en fait, de déployer des mécanismes de prise de participation dans des entreprises plutôt que de se limiter aux prêts, en fait. Et enfin, les fournisseurs de services à valeur ajoutée pour les entreprises ont une vraie opportunité en termes de déployer des programmes adaptés peut-être à différentes catégories de PME, à leurs différents stades de croissance pour gagner aussi en crédibilité et en échelle. Côté financement des startups et des entreprises en démarrage, on a des incubateurs qui sont sur le marché qui ont un succès relatif, mais on n'a pas encore de programme à l'échelle et la plupart des initiatives d'incubation n'ont pas encore la qualité qu'on peut espérer quand on parle de meilleures pratiques internationales. Donc, il y a encore des opportunités à ce niveau également. Voilà, je vais rendre la parole à Grégoire, qui va notamment conclure et nous parler des autres sessions prévues pour présenter le travail de Elan. Oui, merci Edwige. Donc voilà, on doit malheureusement terminer cette session. Je suis sûr qu'il y a plus de questions et on n'a peut-être pas répondu entièrement à celles que vous avez déjà posées. Mais on a beaucoup de documentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site web, elanrdc.com. On a beaucoup d'études sur les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit le leasing, le CMA, etc. On est en train d'en finaliser quelques-unes supplémentaires, donc il y en aura plus aussi dans les semaines qui viennent, que vous pouvez jeter un coup d'œil donc à tout ça. Et évidemment, si vous avez des questions à nous poser, l'équipe est encore présente jusqu'au moins la moitié du mois, au moins le 15 juillet.
Donc, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'aimerais vous inviter aux 2 sessions suivantes la semaine prochaine. Énergie renouvelable mardi et agriculture mercredi. Cliquez sur les liens pour vous inscrire dans les emails qu'on vous a envoyés pour vous inscrire. Voilà. Et dernière fois, merci à tous d'avoir participé à cette session.